24 juillet 1947, sans aucun doute pour coïncider avec la célébration de la date de l'indépendance américaine, le studio Paramount sort avec grand succès un des quelques 30 films qu'il produit cette année-là, Les exploits de Pearl White, une fiction qui évoque à sa façon le cinéma muet américain des années 1910 et se souvient de l'une des premières stars de l'époque, l'intrépide Pearl White, une héroïne sans peur et sans reproche qui déjouait les pires complots et, en pleine Première Guerre mondiale, garantissait à l'écran la paix sur tout le territoire des États-Unis. Les exploits de Pearl White est réalisé en Technicolor par un vétéran de Hollywood, George Marshall, signataire aussi dans ces années-là, entre autres, de 2 films Paramount, eux aussi en Technicolor. La blonde incendiaire en 1945 et Houdini le grand magicien en 1953. George Marshall, qui avait commencé sa carrière 30 ans avant 1947, en tournant des sérials muets, des films d'action à épisodes strictement contemporains de ceux de la vraie Pearl White. George Marshall, qui à l'occasion de cette évocation du muet en 1947, fait revenir dans son film, ici pour un caméo, là pour une apparition-réapparition, quelques vedettes du cinéma burlesque. Par exemple, Chester Conklin, Snub Pollard, James Finlayson, qui furent des figures populaires en leur temps et bien oubliées depuis. Comme en 1955 encore, le même George Marshall fera appel à Buster Keaton dans un film télé, The Silent Partner, pour ramener en flashback le cinéma au temps heureux de ses débuts. En 1947, c'est l'actrice Betty Hutton qui s'emploie à faire revenir le souvenir de Pearl White dans sa version Paramount. Betty Hutton, ou l'une de ces actrices de la pleine santé américaine. Une blonde aux yeux bleus et aux joues roses, une de ces incarnations d'un optimisme forcené et d'une vitalité physique et morale à toute épreuve. Entre 1942 et 1952, Betty Hutton accomplit l'essentiel de sa carrière, tournant parfois jusqu'à 3 films par an, jouant quasi exclusivement dans des comédies et comédies musicales, entre autres donc dans La blonde incendiaire, d'après la vie de Texas Guinan, cette chanteuse et tenancière de cabaret qui fut aussi la première cowgirl de cinéma dans un film de 1917. Betty Hutton joue aussi dans Annie, la reine du cirque, un film d'après un immense succès de Broadway et d'après la vie d'Annie Oakley, tireuse d'élite, attraction du célèbre Wild West Show de Buffalo Bill et qui fut filmée, cette Annie Oakley, dans l'exercice de son art par Edison dès 1894. Betty Hutton joue encore dans Somebody Loves Me, soit la biographie romancée de la vraie Blossom Seeley, une des reines du vaudeville dans les années 1910 et 1920. Betty Hutton joue encore une acrobate dans Sous le plus grand chapiteau du monde, une superproduction Paramount. Sans être une évocation historique directe d'un temps antérieur, le film signé Cécile B. 2000 n'en fait pas moins, en 1952, l'éloge du cirque, tel que Barnum l'inventa en son temps. Et plus encore, l'apologie d'un spectacle fondateur qui se confondrait avec la généalogie de l'Amérique elle-même. Ainsi, la parade sous le chapiteau en ouverture du show fait-elle défiler, entre autres figures historiques, une évocation de Stephen Foster, surnommé le père de la musique américaine, et auquel le cinéaste vétéran Alan Dwan consacre en cette même année 1952 une biographie filmée en true color, I Dream of Janie. Stephen Foster donc, mais aussi le vrai, si l'on peut dire, le vrai Hopalong Cassidy sur son cheval blanc, et encore un char de belles jeunes filles en costume pour rappeler le temps des gay 90s, les joyeuses années 90, 1890. Mais revenons à Betty Hutton, tantôt actrice d'une évocation des premiers temps du cinéma, Les exploits de Pearl White, tantôt chanteuse de Beuglant, La blonde incendiaire, tantôt vedette de variété, Somebody Loves Me, et tantôt attraction sous un chapiteau. Autant de rôles qui ont tous partie liée avec une même idée de spectacle populaire. Et autant de spectacles d'antan qui signent un désir de retour aux sources. C'est Hollywood ou le temps d'un retour. Le temps d'un retour en arrière. De quoi s'agit-il? Et de quel film parle-t-on? On parle de films de studio, confortablement produits, voire de prestige. On parle de films commerciaux et souvent à succès en leur temps. Et de films pour beaucoup oubliés aujourd'hui et peu programmés. Par exemple, Les exploits de Pearl White. On parle de films ayant eu pour la plupart une fonction d'usage avant de passer de mode. On parle de films rassemblés a posteriori pour leur ressemblance postulée, de films qui auraient entre eux comme un air de famille. Hollywood ou le temps d'un retour en arrière.
On pourrait aussi le dire comme cela, fiction du muet à Hollywood dans l'après-Deuxième Guerre mondiale. Il ne faut donc pas entendre ici fiction du muet au sens habituel, c'est-à-dire les films réalisés au temps où le cinéma était muet, de ses origines jusqu'à 1927-1929. L'expression fiction du muet sert plutôt à repérer des films tournés dans l'après-Deuxième Guerre mondiale, dont l'intrigue se déroule dans le milieu du spectacle et en ce temps révolu qu'on appelait le temps du muet. Des films qui, pour le coup, s'avèrent pleinement des fictions, en ce sens aussi qu'elles rêvent un temps passé et le réinterprètent à leur guise. Ce temps passé est revenu à force de fiction, c'est celui qu'on a qualifié rétrospectivement de Belle Époque, jusqu'en 1914 en Europe, mais qui court jusqu'à la fin des années 1920 dans l'imaginaire américain. Dans les films d'après-guerre, comme dans la réalité historique, ce temps du muet aux États-Unis, qui commence au XIXe siècle, désigne et accueille toutes les variantes de choses. Foires et attractions, théâtre, musée à l'américaine, exposition universelle, autant de formes de spectacles vivants que le cinématographe, bon dernier, et lui-même attraction foraine à ses débuts, finit par rejoindre et auquel il s'ajoute. Cette expression, le temps du muet, contient donc le cinéma, mais englobe aussi, par exemple, ce temps du Wild West Show de Buffalo Bill qui se produit sur tout le continent américain et au-delà, entre les années 1880 et 1917, date du décès de William Cody, alias Buffalo Bill, supposément pionnier, tireur d'élite, homme d'honneur, patriote et ami des Indiens, philanthrope et assurément un véritable showman parmi les tout premiers. Qu'est-ce que le Wild West Show ? C'est une grande piste avec des hommes et des chevaux. C'est une superproduction aux centaines de figurants et aux milliers de spectateurs. Des millions en plus de 30 ans de représentation. C'est une succession de tableaux édifiants et en mouvement, sur fond d'immenses toiles peintes. Des numéros héroïques qui sont déjà autant d'affabulations et de contrefaçons. C'est l'histoire revue et corrigée, la manière pour l'époque d'imprimer une légende, une fiction déjà, qui couvre et recouvre tout le territoire. Le Wild West Show, c'est déjà le western. Le temps du muet, c'est aussi le temps de Phineas Taylor Barnum, qui, avant de devenir le célèbre promoteur du cirque à 3 pistes, qui porte son nom à partir de 1871, était déjà un entrepreneur de spectacle, l'inventeur en particulier de l'American Museum à New York. Entre 1842 et 1865, au coin de Broadway et Dan Street, voilà que coexistent en un même lieu tout ce qui était considéré comme édifiant et divertissant, éducatif et aberrant. Ce sont tour à tour, en ce lieu, des salles et des vitrines d'histoire naturelle, mais aussi un aquarium géant contenant 2 baleines blanches, des peintures et autres éléments d'histoire nationale, une restitution photographique d'expériences scientifiques de l'époque, un diaporama, un théâtre, où alternent des pièces de Shakespeare, une adaptation de La Case de l'oncle Tom et des danses indiennes. On y voit encore dans ce lieu des figures de cire, 2 frères siamois, un nain, une géante, une femme à barbe, et j'en passe. Bref, un vrai Barnum. C'est un lieu qui a attiré et fasciné des millions de visiteurs pendant un quart de siècle. Un lieu qui, par son absence de hiérarchie entre culture haute et basse, qui par ses préjugés et sa créativité composite, contribue à sa façon à la construction d'un sentiment d'identité américaine. Ce temps du muet, c'est encore le minstrel show, le vaudeville, le burlesque, la revue et aussi toute la musique populaire qui sort de Tin Pan Alley, du nom de la rue qui regroupe alors à New York les éditeurs musicaux. Soit autant de formes américaines du spectacle de scène qui prolifèrent de la deuxième moitié du XIXe siècle à la fin des années 30, en particulier sur la côte Est, avant d'essaimer dans d'autres villes. Le vaudeville, le burlesque, la revue sont autant de scènes par le peuple et pour le peuple. Des estrades, des planches, où se produisent le temps d'un numéro remplacé par un autre, puis un autre et encore un autre, où se produisent donc des chanteurs, des danseurs de claquettes, des ventriloques, des blackfaces, ces blancs qui se grimaient en noir, des magiciens et musiciens, des acrobates, des jongleurs, dresseurs, imitateurs, en somme, des amuseurs et des performeurs en tout genre. Ce sont sur ces scènes, moitié freak shows, moitié side shows, sur les scènes de ces attractions qu'ont commencé par exemple Harry Houdini ou le tout jeune Buster Keaton, qui d'ailleurs devait son surnom de Buster à Houdini un jour que le prestidigitateur avait vu le tout jeune Keaton descendre tout un escalier sur ses fesses et se relever indemne. What a Buster! Quelle chute!
Et c'est justement, toujours au temps du muet, ce type d'exhibition publique, et parfois certains de ces artistes, qu'un entrepreneur de spectacle va reprendre, va engager, transformer, ennoblir à l'américaine par surenchère décorative. Florence Ziegfeld invente pour son théâtre situé bientôt près de Times Square les Ziegfeld Follies, des revues qui, à raison d'une par an et sans discontinuer de 1907 à 1931, passent en revue justement, sans souci d'enchaînement autre que leur succession sur scène, des numéros comiques, des numéros dansés, des airs d'opérette, et alignent des chorus girls ou Ziegfeld girls, des beautés à moitié nues qui prennent des poses, se drapent dans des voiles, se couvrent de grandes plumes et lèvent la jambe en cadence. En somme, Ziegfeld, sinon invente, au moins accomplit le musical de Broadway et préfigure la comédie musicale hollywoodienne qui, elle, ne cessera de puiser à cette source des sujets et des artistes. Parmi eux, et entre des dizaines d'autres, c'est ainsi que Vincente Minnelli vint à Hollywood. Fils de saltimbanque, enfant de la balle, homme de scène de Chicago à Broadway, Minnelli fut tour à tour, puis en même temps, responsable de costumes, de décors, de lumière et metteur en scène. Ainsi pour le spectacle Ziegfeld Follies of 1936. Un spectacle tout en mousseline et plumes d'autruche. 4 ans plus tard, côte ouest, il est engagé par la Metro-Goldwyn-Mayer où il rejoint Arthur Freed, un producteur d'exception à la tête de ce qui va devenir la célèbre Freed Unit et renouveler de fond en comble le genre de la comédie musicale. Dès 1941, Minnelli tourne certaines séquences du film de Busby Berkeley, Babes on Broadway, avec Judy Garland, et bientôt son premier chef-d'œuvre, Le Chant du Missouri. Dans l'immédiate après-guerre, un film n'a pas eu peur, en guise de prologue, de résumer en 1 minute, un demi-siècle et plus, de toute cette première histoire culturelle des États-Unis. C'est un film de 1946, produit par la MGM. Un film collectif, pas moins de 6 réalisateurs, mais où se distinguent les parties filmées par ce même Vincente Minnelli. Un film intitulé justement, en hommage au maître, Ziegfeld Follies. Au commencement donc, le film est au ciel, là où il s'en va retrouver le grand Ziegfeld, le vrai Ziegfeld, mort en vrai en 1932. Sous la voûte céleste, c'est-à-dire dans les cintres d'un des plateaux de tournage de la firme au lion rugissant, une caméra aérienne traverse des nuages colorés. Elle passe sous 3 arches, 3 marquises au frontispice desquelles un nom s'inscrit, chaque fois en grandes lettres. Shakespeare d'abord, Barnum ensuite, Ziegfeld enfin. Ainsi, le panthéon américain de la culture et du spectacle se résumerait par essence à ces 3 noms, même si Buffalo Bill manque ici à l'appel. Et si l'on accepte Shakespeare, qui fait remonter à l'origine de l'origine, ce sont des noms du temps du muet. Barnum et Ziegfeld, 2 noms matriciels, auxquels d'autres s'ajoutent bien sûr, en une véritable parade. Autant d'auteurs, d'acteurs et d'artistes qui vont revenir dans nombre de ces fictions hollywoodiennes fantaisistes d'après-guerre, revenir pour faire revenir un monde spectaculaire encore proche et déjà lointain.